Alors la rencontre, c'est un moment synchrone, c'est-à-dire on va être au même endroit, au même moment. Alors pour les communautés, on l'a vu, ça sert à stimuler. Et par contre, eh bien, vous allez avoir aussi des rencontres pour vos projets et ça sert plutôt à avancer parce que c'est à des moments donnés où on va travailler. On a vu qu'on était plus efficace à travailler, à produire des choses dans les projets. Par contre, dans les communautés, eh bien, on va stimuler, on va s'intéresser à d'autres choses. Pour ça, on va avoir besoin de définir une date et un endroit. Parce que ceux qui viennent, eh bien, viennent, ça semble logique, mais donc il va falloir leur dire à quel endroit, et puis c'est là où on va réunir les personnes qui vont nous intéresser. Et cet endroit aussi, eh bien, il peut être en présentiel ou bien à distance, puisqu'il s'agit avant tout de réunions synchrones, et donc on peut avoir des réunions à distance ou des réunions en présentiel, ou peut-être un peu des deux. Alors ça dépend du type de communauté que vous avez. Si vous avez une communauté locale, eh bien c'est plus facile de se réunir en présentiel, c'est même plus agréable et donc tant mieux. Et donc faites du présentiel, mais posez-vous la question si de temps en temps ça vaut pas le coup de faire une réunion à distance. Peut-être que des gens sont éloignés de votre réunion, de votre communauté locale. Peut-être que certains sont intéressés par ce qu'ils font, ce que vous faites et voudraient y participer de temps en temps. Donc on pourrait dire que pour une communauté locale, eh bien faites principalement du présentiel, mais posez-vous la question de mettre un petit peu de distance. Par contre, pour votre communauté thématique, eh bien, elle peut être un peu partout sur la planète. Et donc, vous allez avoir des petits groupes locaux qui vont travailler. Mais pour réunir votre communauté et non plus simplement les projets, eh bien, on va travailler principalement à distance. Mais là aussi, ça suffit pas. Lorsqu'on a des groupes comme les groupes des tiers-lieux, des Fab Labs ou des groupes sur la santé ou d'autres, eh bien, on a besoin aussi de temps en temps de présentiel. Alors, ça veut dire peut-être une fois par an, une fois par tous les 2 ans, peut-être même parfois. Et c'est un moyen de se voir malgré tout. Mais ça ne veut pas dire que ça doit remplacer toutes les réunions régulières, peut-être plus souvent que tous les ans ou tous les 2 ans, et donc ça peut se faire effectivement à distance, avec un petit peu de présentiel, au moins une fois par an, une fois tous les 6 mois ou une fois tous les 3 mois pour l'IETF. Alors pour les réunions à distance, eh bien, il va falloir un outil parce qu'on n'est pas télépathe. Alors ça peut être une réunion téléphonique, ça peut être de la visio grâce à Internet et on aura un chapitre spécifique pour voir comment organiser ça. Mais n'oubliez pas aussi des choses très très simples comme le chat. Alors c'est vrai que par écrit, on se voit pas, on s'entend pas, mais c'est extrêmement utile pour des gens par exemple qui ont des connexions Internet un peu plus faibles. Je me souviens quand on a commencé à travailler avec le groupe IP RDC, donc République démocratique du Congo, eh bien les visios ça marchait pas très très bien. À chaque fois il y en avait un qui avait un problème de son, de connexion Internet ou d'autres choses. Et donc, aujourd'hui, eh bien, elle travaille par chat de façon régulière entre les différents lieux, puisque la République démocratique du Congo est assez étendue, et ça marche très très bien. Donc, c'est aussi un des moyens de faire les choses. Et puis la dernière chose pour définir notre réunion, eh bien, ça va être une langue de travail. Quelle langue on échange? Alors, si c'est des tas de petits groupes dans tous les sens, il peut y arriver d'avoir plusieurs langues en même temps. Mais c'est vrai que on peut très bien avoir des grandes communautés disséminées sur l'ensemble de la planète, sans difficulté, mais la langue de travail peut être un frein. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Prenons l'exemple du Journal international de quartier que l'on avait monté il y a quelque temps entre la France, la Belgique, le Brésil, la Colombie et le Venezuela. Il s'agissait avec des jeunes des quartiers, que ce soit dans les quartiers difficiles d'Anvers ou dans des favelas ou dans différents endroits, eh bien de créer ensemble un journal télévisé, donc une vidéo sur un thème donné que l'on mixait ensuite. Et là, évidemment, eh bien, il a fallu aussi avoir des réunions internationales. Donc, il y avait des petits groupes qui travaillaient dans chaque pays. Mais une fois de temps en temps, eh bien, on avait une réunion. Alors, ça a été au Brésil, au Venezuela, en France, en Belgique, etc. Et puis, eh bien, là, tout le monde ne parlait pas la même langue. Et puis, l'anglais n'était pas vraiment la langue commune à tout le monde. Alors là, on a pu s'arranger un petit peu avec quelqu'un qui parlait sa langue, le français, et puis quelqu'un qui traduisait en espagnol, ou l'inverse, l'espagnol vers le français. Pour les Brésiliens, eh bien, même s'ils parlaient portugais, eh bien, souvent, ils pouvaient parler également l'espagnol. Pour les Belges et en particulier les Flamands, eh bien certains parlaient effectivement aussi le français, donc utilisaient ça. Ou alors, eh bien, on avait un traducteur personnel, c'est-à-dire une personne juste à côté qui chuchotait à l'oreille pour traduire en flamand, par exemple, ce qui était dit en français ou ce qui était dit en espagnol et traduit en français. Alors, c'est un petit peu lourd, c'est quand même faisable, mais sur des réunions d'une semaine, c'est quand même assez fatigant, mais c'est tout à fait organisable. On avait des petites réunions comme ça avec une quinzaine de personnes et ça marchait malgré tout très bien. Mais en général, ce que je vous conseille pour faire les choses simples, c'est si vous faites une communauté, faites une communauté avec une langue de travail. Ça ne veut pas dire que c'est la langue naturelle de tout le monde, ça peut être une langue que tout le monde parle, ou pratiquement tout le monde parle ou comprend à peu près. Et puis si vous avez besoin de plusieurs langues, eh bien faites plusieurs communautés et faites des liens entre ces communautés.
Alors qu'est-ce qu'on va faire avant? Eh bien la première chose à faire, c'est de trouver une date et une heure pour ce moment synchrone qu'est la rencontre. Alors pour ça, eh bien vous allez pouvoir utiliser Framadat. Framadat, donc c'est encore un outil de Framasoft libre et gratuit qui vous permet de faire des choses en ligne. Vous pouvez aussi utiliser les mêmes services sur des chatons, c'est-à-dire sur des petits services, des petits serveurs mis en place par différents partenaires de Framasoft, de manière à pas être tous sur le même serveur. Alors avec Framadat, eh bien vous allez pouvoir trouver une date de façon assez simple parce que en général quand on dit bah tiens est-ce que tel peut, non, alors oui lui il peut, ah bah non lui il peut pas. Imaginez ça sur internet par exemple quand on se voit pas encore en échange et on se retrouve avec une montagne de mails et là ça marche évidemment pas très bien. Alors c'est beaucoup plus simple d'envoyer un lien et puis les gens mettent simplement les dates où ils sont disponibles, non disponibles ou alors encore mieux éventuellement aussi avec un troisième choix, c'est-à-dire oui c'est possible, c'est pas celle qui m'arrange mais c'est possible et avec ça eh bien on peut assez facilement choisir la date alors qu'on a envoyé un seul mail pour proposer le sondage et un deuxième pour dire ben voilà quelle est la date et donc ça évite d'être inondé. L'ancêtre c'est Doodle, doodle.com, c'est un outil suisse, ce n'est pas Google contrairement aux apparences, mais je vous recommande plutôt Framadat qui est libre, sauf dans un cas de figure, c'est si vous avez plusieurs fuseaux horaires où Doodle gère ça, et donc là c'est peut-être plus simple dans votre cas d'utiliser Doodle. Prenons un petit exemple avec Framadat, vous voyez là à l'écran, mais c'est tellement simple que je ne vais pas vous faire un tutoriel sur Framadat. On vous demande simplement de proposer des jours et des heures, alors vous mettez le tel jour, par exemple là j'ai mis le 27 avril, et puis voilà, vous mettez 1 heure, 2 heures, 3 heures, plus si vous voulez, pareil pour une deuxième journée, et puis les gens cochent ce qu'ils veulent. Ce que je vous conseille c'est de mettre 5 ou 6 dates maximum, n'essayez pas de mettre plein de dates parce que sinon c'est plus compliqué. Mais là par contre, eh bien, vous pouvez, grâce à ça, trouver facilement quelle est la date de votre prochaine rencontre. Alors quand même un petit point sur le décalage horaire parce que c'est quand même un gros casse-tête. Certains pays ont un seul grand fuseau, donc pour tout le pays c'est un peu élastique comme la Chine ou même une partie comme l'Europe de l'Ouest. D'autres en ont plusieurs à l'intérieur du même pays comme la République démocratique du Congo dont on parlait tout à l'heure et dont le fuseau horaire eh bien, il n'est pas la même heure à Lubumbashi ou à Kinshasa. Et puis les problèmes d'heures d'été, alors ça c'est un gros casse-tête, vous avez je vous ai mis le petit plan en dessous, vous avez en bleu ceux qui ont des heures d'été, en orange ceux qui en avaient avant mais qui en ont plus, et puis en rouge ceux qui en ont plus du tout, ou ceux qui n'en ont jamais eu. Et puis évidemment, rappelez-vous, si l'été c'est dans l'hémisphère nord, eh bien dans le sud, eh bien on va changer d'heure à l'inverse là-dedans. Alors comment s'y retrouver ? C'est pas toujours très facile, sachant qu'en plus, eh bien, le changement d'heure ne se fait pas forcément au même jour. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le Canada et la France, eh bien, l'heure d'été n'arrive pas le même jour. Alors, l'astuce que je vous propose, si jamais vous avez un groupe, effectivement, en particulier un groupe thématique qui s'étale sur plusieurs fuseaux horaires, c'est d'avoir une liste d'heures. Alors, j'ai fait une liste d'heures pour l'été et une liste d'heures d'hiver avec différents pays. Et j'ai choisi 16 heures. Bon, c'est à peu près moyen. Des fois, on fait des réunions plus tôt, des plus tard. Et pour la France. Et vous avez ici eh bien l'heure pour le Burkina Faso, pour le Canada, pour le Vietnam, pour plein de pays francophones, pour des pays non francophones, parce qu'en Chine, eh bien, on a aussi une grosse communauté de francophones, hein, avec 1,3 milliard de personnes, ça laisse de la place pour avoir quelques francophones, pour avoir aussi des gens à New York, etc. Donc je vous ai mis une liste là lorsque c'est l'heure d'été et une liste lorsque c'est l'heure d'hiver et pour l'appliquer à votre heure, à votre proposition d'heure, hein, si jamais vous envoyez un mail, parce que souvent ce que je fais c'est que si vous n'êtes pas sur Doodle il va le traduire automatiquement, mais si vous dans le message vous mettez les heures en clair, eh bien si votre réunion est à 17h, vous rajoutez 1 heure partout. Si c'est à 18h, vous rajoutez 2 heures partout. Si c'est à 10h, eh bien, vous retirez 6 heures par rapport à tout le monde. Au passage, faites attention, en Inde, eh bien, c'est un des rares pays où il y a une demi-heure. Donc, il va être 19h30 ou 20h30 lorsqu'il est 16h en France, par exemple. Mais bon, avec ces deux listes-là, celle que vous allez utiliser l'été et celle que vous allez utiliser l'hiver, eh bien, vous pouvez vous débrouiller. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les pays que j'ai mis, mais au moins ceux que vous utilisez, ceux où vous savez que vous avez des membres, y compris des membres observateurs, parce que ces observateurs peuvent peut-être exceptionnellement s'intéresser à venir à la réunion en ligne ou en présentiel.
Et puis, entre deux, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a deux moments particuliers de l'année qui sont un peu compliqués. Du deuxième au dernier dimanche de mars et du dernier dimanche d'octobre au premier dimanche de novembre. Alors, c'est le moment où certains sont en heure d'été et d'autres sont en heure d'hiver. Et donc, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est de ne pas faire de réunion en ligne à ces deux moments de 15 jours dans l'année. Donc, le moment en mars et le moment en octobre-novembre, pour éviter effectivement les difficultés. Si vraiment vous avez besoin, eh bien, utilisez les horloges. Je vous donnerai les liens effectivement vers les horloges en ligne qui permettent de calculer tout ça. Mais c'est quand même assez compliqué si jamais on est juste au moment où ça change, sachant que ça change avec une certaine règle en Amérique du Nord, ça change avec une autre règle en Europe. Et puis après, vous avez des pays comme le Maroc où ça peut changer différemment puisque effectivement ils sont sur la Lune et donc il y a des choses un peu différentes chaque année. Donc voilà, ma recommandation c'est si vous avez plusieurs fuseaux horaires, faites les choses simplement. L'été, prenez le petit barème et puis ajustez-le. Là c'est pour 16 heures en France ou regardez dans votre pays. Et puis si vous voulez proposer une réunion plus tard ou plus tôt, eh bien vous décalez l'ensemble des heures de la même manière. Pareil pour l'heure d'hiver. Et puis entre les deux, si vous pouvez éviter, c'est quand même beaucoup plus simple. Sinon, ça m'est arrivé, mais c'est quand même un petit peu désordre si vous vous trompez d'une heure et que la personne arrive une heure trop tôt ou une heure trop tard. Maintenant, on a commencé à voir quoi faire avant et donc d'abord trouver une heure et une date, mais il va falloir trouver aussi un lieu accessible. Alors ce lieu, ça peut être effectivement une salle de réunion prêtée, ça peut être chez un particulier, en particulier au début quand il n'y a pas encore trop de monde, ça peut être le lieu d'une association ou d'une société ou d'autre chose. Donc il y a des cas de figure où c'est assez simple. Lorsque vous avez des tiers-lieux par exemple ou des sociétés eh bien, ou des collectivités, c'est plus facile de trouver des lieux. Et puis n'oubliez pas aussi eh bien, d'indiquer le lieu en ligne, c'est-à-dire que si jamais vous faites une rencontre en ligne, eh bien, ça se passe à un endroit particulier, c'est-à-dire en gros avec une URL. Troisième chose à voir, eh bien avant, c'est on fait quoi? Alors on peut faire plusieurs choses dans cette réunion, mais rappelez-vous, il ne s'agit pas d'une réunion de projet, donc on ne va pas forcément essayer de travailler sur un projet particulier, même si vous pouvez réunir au même moment certains des projets qui vont travailler à un moment donné, mais rappelez-vous, notre communauté, là c'est vraiment pour faire de lien entre les projets, entre tous les actifs de la communauté, et donc on va produire, par exemple, dans ce cas-là, des idées plutôt. Et donc là, plus on a d'intelligence collective, plus on va avoir d'idées, donc c'est très bien, on verra quelques exemples. Et pour ça, eh bien, je vous conseille de préparer un petit pad. Alors vous savez maintenant faire un pad depuis les tout premiers chapitres, et donc aller sur Framapad pour préparer un pad pour produire. Ou alors vous pouvez utiliser votre réunion pour découvrir des choses. Montrer des exemples sur ce lieu demain, eh bien on donne quelques astuces que chacun a trouvées pour mieux vivre ou pour faire des choses un peu plus écologiques. Vous pouvez faire découvrir les projets, vous pouvez faire découvrir des tas de choses. On verra aussi quelques façons de le faire. Et puis on peut aussi, dans cette réunion, passer un bon moment. Alors d'abord, ça devrait être la base puisque c'est intéressant. Mais si vous faites juste passer un bon moment, boire un coup ensemble, bon c'est sympa, mais ça manque un petit peu de prétexte. Donc je vous conseille quand même de rajouter un petit peu de découverte. Pas forcément toujours de la production. La différence que je ferai entre une réunion et puis une rencontre en général, c'est que dans la réunion, on va essayer de produire quelque chose, mais on va essayer de le produire dans le cas de la communauté, plutôt avec de l'idéation, c'est-à-dire de trouver des idées nouvelles. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, il faut prévenir la communauté. Alors on va prévenir la communauté des réunions de la communauté, mais on peut aussi, rappelez-vous, prévenir de la communauté des réunions des projets. Et c'est le rôle du facilitateur de rappeler aux porteurs de projet, d'envoyer un petit message une fois par mois, par exemple, avec simplement les prochaines étapes, mais aussi les prochaines rencontres, dates et lieux, de manière à ce que ceux qui voudraient participer au projet puissent le faire. Mais là, dans ce chapitre-là, on va se focaliser un peu sur la particularité des rencontres avec la communauté, parce qu'on peut être plus nombreux, donc ça peut être un peu plus compliqué à organiser qu'une simple réunion avec 3-4 personnes. Alors pour que tout ça marche bien, on peut avoir un organisateur de rencontre. Alors attention, j'ai pas dit un animateur de rencontre, et là on va faire un petit peu d'anglais parce que les Anglais distinguent deux mots différents. Ils vont distinguer le chairman d'une réunion, donc le chairman c'est le président de réunion, en fait l'équivalent de notre animateur de réunion, celui qui va animer la réunion, et le convener. Convener en fait ça voudrait dire l'organisateur, la personne qui réunit, qui convene, donc qui réunit toutes les personnes. Et c'est des personnes qui peuvent être très différentes. Par exemple, dans les organismes internationaux, eh bien, on va avoir le même convener qui va organiser les choses pour être sûr qu'il y ait une réunion qui soit organisée, mais c'est la réunion elle-même, eh bien, si c'est un peu formel et puis qu'il faut des pays différents, des fois, eh bien, on a un chairman différent, et ça m'est arrivé de me retrouver président
de réunion, ça fait très bien, mais sans être le président du groupe. Et donc, d'abord parce que, effectivement, dans ce cas-là, l'objectif, il n'est pas vraiment d'avoir un président panoptique. Mais voilà, on peut avoir cet organisateur. Alors, qui va être l'organisateur de rencontres? Eh bien, il y a deux cas de figure. Le travail de l'organisateur de rencontre, c'est de trouver une date, donc penser à envoyer un sondage, et puis de renvoyer après la date et le lieu, et puis éventuellement, s'il y a eu des suggestions, de pouvoir intégrer qu'est-ce qu'on va y faire. Alors le facilitateur, eh bien, il peut très bien le faire lui-même. C'est pas plus de travail, c'est ce que je fais par exemple pour Solieu demain et ça marche très bien. Ça ne me prend pas plus de temps que de contacter un porteur de projet ou de m'occuper de la réunion. Ou alors, eh bien, sur un groupe un peu plus grand, vous pouvez avoir la personne qui s'occupe particulièrement des rencontres régulière. Dans ce cas-là, on va l'appeler organisateur de rencontres. Et le facilitateur aura le même rôle que pour tous les autres porteurs de projets, c'est-à-dire s'assurer qu'une fois par mois, il envoie bien un message avec la prochaine date, la prochaine rencontre, mais cette fois pour la rencontre de la communauté. Donc, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vous pouvez utiliser le facilitateur, ça ne lui prendra pas plus de temps que d'avoir un porteur de projet supplémentaire ou un organisateur de rencontre de le faire lui-même, souvent. Mais si vous préférez, eh bien vous pouvez, si c'est un petit peu compliqué, si vous souhaitez avoir par exemple des invités à ces rencontres ou des choses comme ça, eh bien là c'est peut-être un peu plus de travail et ça peut être un organisateur de rencontre qui fait dans ce cas-là ce travail-là. Alors le début de la rencontre, eh bien ça commence par ce qu'on appelle un ice breaking. Alors, ice breaking, ça veut dire casser la glace. Ça prend à peu près 15 minutes, des fois un peu plus quand même quand on est à distance, parce qu'on va voir, effectivement, il faut voir si le micro marche bien, etc. Mais à quoi ça sert cette période, cette courte période en début de rencontre? Eh bien, ça sert à ce que la plupart des gens parlent une fois. Vous avez des gens qui sont plus à l'aise à l'oral, surtout collectivement, d'autres qui le sont moins. Et donc, c'est beaucoup plus facile de parler dans un groupe quand on a parlé une fois. On en reparlera dans les échanges entre les rencontres, on aura un processus identique. Mais ici, eh bien, on va avoir dans les rencontres, à un moment donné, on va essayer de faire en sorte que tout le monde parle, mais, eh bien, encore une fois, on va essayer qu'ils ne parlent pas trop longtemps. Alors ça sert aussi à identifier les tensions qu'on a pu apporter de l'extérieur. C'est-à-dire qu'une personne qui va parler, eh bien, on va pouvoir peut-être identifier qu'elle a des soucis en famille ou au travail en ce moment, que ça s'est très mal passé pour venir à la réunion parce que c'est pris un PV juste en arrivant, enfin je ne sais quoi. Bref, ces tensions qui ne dépendent pas du groupe, mais en les connaissant, eh bien, ça nous permet de mieux les gérer. On en reparlera dans un chapitre ultérieur sur les tensions et comment gérer les tensions, mais c'est très important dans un premier temps de savoir des personnes, sans leur vouloir bien sûr, qui peuvent venir avec des tensions et donc c'est plus facile de les distinguer. Et puis, troisième rôle aussi, eh bien, à distance, surtout dans les réunions à distance, c'est tester que tout marche bien dans la technique, c'est-à-dire le micro. Donc un petit tour de table, ça permet aussi de pouvoir savoir que le micro d'un tel, il marche. Bon, quand le micro marche pas, on a souvent quand même un chat qui permet quand même à la personne de poser des questions à défaut. Mais effectivement, des fois, suivant les outils, c'est un petit peu rock'n'roll. Donc c'est bien d'avoir cette troisième fonction. Alors comment on va faire pour faire ce tour de table, ce ice breaking? Eh bien, on peut faire de plusieurs façons, mais rappelez-vous, il faut le faire de façon courte en essayant que pratiquement tout le monde parle. Alors, soit on peut se présenter en une phrase, surtout quand les gens ne se connaissent pas. Donc, le dire en une phrase, un petit peu comme je vous avais proposé de vous présenter en 3 lignes au tout début. Eh bien, là, se présenter en une phrase, c'est un moyen court aussi. C'est bien pour les gens qui ne se connaissent pas bien. Une technique qui est utilisée dans les barcamps, par contre, qui est très intéressante, c'est 3 mots-clés. C'est-à-dire, je vais dire, voilà, je suis Jean-Michel, et puis 3 mots-clés qui vont peut-être donner des éléments d'information sur mes centres d'intérêt ou des choses comme ça. Donc, j'ai juste droit à 3 mots. Et quand on a un grand groupe, eh bien, avec 3 mots, ça va quand même relativement vite. Et puis, bon, il y a toujours un petit clown qui raconte des mots un peu bizarres, et donc ça fait rire tout le monde. Donc, du coup, en plus, c'est assez sympathique. Et puis, la troisième chose, eh bien, c'est ce qu'on appelle la météo intérieure. Alors imaginez que voilà, on vous demande autour de la table eh bien de donner votre météo. Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est ensoleillé? Est-ce que c'est orageux? Est-ce que là je me sens en pleine attente, etc. En fait, en parlant de météo, il ne s'agit pas simplement de parler du soleil, mais il s'agit de parler de sentiments, de ressenti. Comment on se sent en début? C'est peut-être encore plus intéressant que votre intérêt, parce que votre intérêt, on va le voir à l'intérieur de la réunion, mais votre ressenti, c'est-à-dire là je suis vraiment en attente de ce qui va se passer. Je suis impatient, ou alors là je suis fatigué, ou j'ai mal mangé. Où j'ai envie de dormir, enfin bref, on peut dire un peu tout ce qu'on veut, mais ça nous permet, rappelez-vous, effectivement, de voir les aspects de tension, de savoir comment chacun se situe. Encore une fois, on va avoir c'est pas nous profondément, c'est plutôt des rôles, mais je peux avoir à un moment donné être fatigué ou alors être très très excité, très impatient, etc. Alors le début de la rencontre, on a vu un ice breaking, mais
aussi, eh bien après, on va présenter qu'est-ce qu'on va faire dans cette rencontre. Alors, on va pas forcément travailler toutes les rencontres, hein, c'est pas forcément toutes des réunions, ou ça peut être aussi présenter telle chose, etc. Et puis juste boire un coup après. Donc ça peut être très court, ça peut être très long, on verra, ça peut être un peu tout. Et c'est le moment aussi, surtout s'il y a des échanges, beaucoup d'échanges entre les rencontres, eh bien de rappeler quelques règles. Et si vous en donnez qu'une seule, eh bien moi je propose comme règle souvent celle qui est la plus efficace, c'est soyons bienveillants et constructifs. Donc d'ailleurs ça va avec un bienveillant et constructif, puisque bienveillant ça veut dire principalement de ne pas faire de jugement a priori. On considère que la personne, voilà, c'est son avis, c'est peut-être pas le mien, mais c'est pas grave, et c'est très bien comme ça. Et puis constructif, parce qu'on peut proposer des tas de choses. Rappelez-vous encore une fois la légende de l'éléphant, c'est en étant bienveillant et constructif qu'on pourra dire bah tiens, lui il a vu telle partie de l'éléphant, moi je vois pas la même, mais on peut sûrement travailler ensemble. Alors on y reviendra dans les échanges entre les rencontres, parce que la bienveillance c'est vraiment une règle très importante, mais si vous donnez une règle, moi j'aime bien dire soyons, alors d'abord, parce que il faut s'inclure dedans, hein, celui qui propose des règles, il en fait partie, soyons bienveillants et constructifs. Et puis ça veut dire aussi d'ailleurs, au passage, alors vous pouvez le dire dans la règle, mais il faut l'avoir aussi à l'esprit, c'est y compris avec ceux qui sont plutôt tendus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui arrive et qui dit, voilà, dans la météo intérieure, voilà, moi je suis en plein divorce, ça se passe mal, enfin bref, j'ai plein de problèmes. Et puis la personne est un peu tendue et commence à être pas vraiment bienveillante, un peu agressive. Ah bon, c'est malheureusement, nul n'est parfait, des fois on a un peu du mal malgré tout à rester bienveillant, et bien c'est le moment où il faut être encore plus bienveillant avec la personne qui elle-même a du mal à l'être. Donc ça veut dire que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va punir la personne en disant comment ça c'est inacceptable, elle n'a pas respecté la règle de bienveillance et de constructif, et donc on va être extrêmement désagréable avec elle. Et ben non, c'est pas ça être bienveillant. Être bienveillant, c'est être bienveillant, y compris avec les gens non bienveillants, y compris en leur rappelant la règle de bienveillance. Et ça va être extrêmement important. On y reviendra en détail vraiment dans le chapitre sur les tensions. C'est pas facile à faire, mais c'est extrêmement important. En tout cas, donc la règle c'est soyons bienveillants et constructifs, y compris avec ceux qui ont du mal à l'être parce qu'ils sont un petit peu tendus, et c'est pas de leur faute, mais des gens sont des fois un peu plus souvent tendus, ils ont peut-être une vie difficile ou je ne sais quoi, mais en tout cas, eh bien, aidons aussi les autres à être bienveillants et constructifs. Et puis, toujours dans ce début de réunion, on peut avoir la prise de notes, les quelques règles pour la prise de notes. Donc, par exemple, le pad dont on a parlé, voilà, vous pouvez faire ça, ou alors partager les choses après. Lorsqu'on avait en Afrique, par exemple, lors d'Innova Africa, on n'avait pas toujours la possibilité de prendre des notes en ligne, même avec un petit serveur, parce que ça marchait pas tout le temps. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on essayait de savoir qui prenait des notes pour pouvoir les récupérer et recoller tout ça. Et puis, on peut aussi fixer des règles de prise de parole, comme le bâton de parole, par exemple, lorsqu'on a beaucoup de monde, ou simplement d'avoir quelqu'un qui donne la parole aux autres, qui fasse principalement ça, ou alors de faire ça de façon simplement bienveillante et constructive. Alors maintenant, on rentre dans le corps de notre rencontre et on peut avoir donc plusieurs choses. Alors on peut avoir des moments effectivement de pure convivialité, c'est-à-dire on boit un coup, etc. Bon, on commence en général pas par ça, mais si vous faites plutôt des découvertes, des présentations, eh bien une des techniques c'est les tables découvertes. Alors c'est quoi une table découverte? C'est une petite table, alors vous en mettez 4, 5, 6, ça dépend combien il y a de personnes dans votre rencontre, ça peut être même pour des très grandes rencontres. Si vous n'êtes pas nombreux, vous en mettez 2 ou 3. Et puis la personne là va accueillir des personnes qui passent donc de votre rencontre, qui vont s'installer autour de la petite table, et pendant 15 minutes, eh bien, va présenter un aspect, un projet, une idée, un truc, etc. Au bout de 15 minutes, hop, il y a un coup de gong ou quelqu'un qui dit on change. Les gens changent de table et ça permet en l'espace alors de 2, 3, 4 ou 5 fois donc de voir 2, 3, 4 ou 5 tables découvertes et découvrir des choses très intéressantes présentées en petit comité. Donc c'est assez pratique pour présenter et découvrir des choses. Ça s'appelle donc les tables découvertes. Et puis, par contre, lorsqu'on veut vraiment un peu plus aider quelqu'un, par exemple, eh bien, on peut avoir des accélérateurs de projet. Alors, un accélérateur de projet, si vous êtes une dizaine, eh bien, mettez-vous sur un accélérateur de projet, donc une personne. Si on est nombreux, et on peut créer plusieurs accélérateurs de projet en parallèle. Un accélérateur de projet, c'est aider quelqu'un, un porteur de projet, à aller de l'avant, avec justement beaucoup de bienveillance et beaucoup d'entraide. Alors pour ça, eh bien, c'est très stéréotypé, ça prend entre 45 minutes, 1 heure, ça dépend un petit peu des cas de figure, mais en général, eh bien, ça commence, si ça n'a pas été fait encore, dans les 5 premières minutes à identifier un porteur de projet, alors plusieurs s'il y a plusieurs tables, et pour chaque table aussi un animateur qui n'est pas le porteur de projet. Donc le porteur de projet va être là pour présenter son projet et l'animateur pour animer la réunion. Alors pendant 5 minutes,
eh bien, le porteur de projet va exposer la problématique, c'est-à-dire voilà, j'organise un projet sur telle chose, et puis là, je m'en sors pas, ou alors je me pose des questions un petit peu comment je pourrais faire telle chose, etc., etc. Ensuite, eh bien, on a 5 minutes simplement de clarification de la problématique. C'est-à-dire que là, les gens vont poser des questions aux porteurs de projet, donc les participants. Et puis, c'est plutôt des questions de clarification. Ah oui, mais alors attends, et là, il y a combien de personnes dans ton projet? Comment ça marche? Telle chose, etc. De manière à ce que ça aille assez vite. Mais c'est juste de la clarification. Et après, le porteur de projet a 1 minute pour reformuler sa question. C'est-à-dire que s'il vient dans un accélérateur de projet, c'est que pour son projet soit accéléré. Et donc, on va l'aider à... Il va falloir qu'il puisse reformuler pour dire, voilà la question sur laquelle j'aimerais que vous débattiez. Alors, la chose intéressante, c'est ce qui arrive après, justement, c'est 20-30 minutes à peu près de réactions, de commentaires, de suggestions pendant lequel le porteur de projet a absolument interdiction totale de dire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il va prendre des notes, il va écouter, mais justement pour pas parasiter les échanges, même si ça lui semble des fois un peu à côté, etc. Ça dépend comment il a reformulé la question, comment il a bien présenté les choses, mais toutes les réactions, les commentaires, eh bien, vont se faire entre les personnes qui ne regardent pas le porteur de projet, justement pour pouvoir échanger entre elles. Et c'est beaucoup plus facile de réagir et de commenter et de faire d'apporter des idées sur un projet dont on n'est pas le porteur, parce que justement on n'a pas la tête dans le guidon, et donc c'est un moment extrêmement intéressant. Mais ce porteur de projet, eh bien, il doit écouter, effectivement, mais surtout ne pas réagir. Et puis après, quand même, malgré tout, eh bien, on lui donne 5-10 minutes. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, pour préparer une petite synthèse de ce qu'il a entendu et de ce qu'il retient, et puis d'essayer de présenter aux autres la synthèse de ce qu'il a entendu et comment il pense le mettre en œuvre, c'est-à-dire son plan d'action, en disant, bah, tiens, là, j'ai trouvé des idées intéressantes, tiens, je pourrais faire ça, etc., de manière à montrer au groupe, voilà, j'ai pu vous aider, vous m'avez aidé sur mon projet, j'ai pris telles idées, telles choses, etc., de tout ce que vous avez dit. Puis on peut avoir encore 5-10 minutes à la fin avec une évaluation, comment les gens, chacun a vécu ça, c'est-à-dire le porteur de projet, les participants, etc. Donc une bonne méthode pour aider quelqu'un. Alors si par contre dans notre rencontre on veut essayer de faire de l'idéation, c'est-à-dire trouver des idées nouvelles, faire émerger des idées, eh bien on peut utiliser le World Café, une autre méthode. Alors on va avoir 3, 4, 5, 6 tables, avec pour chaque table un hôte et un grand papier qu'on va mettre comme nappe où tout le monde pourra griffonner dessus pour mettre des idées qui lui viennent, etc. Chaque table peut présenter alors, idéalement un aspect, par exemple, des choses. Si on veut organiser, par exemple, une grande rencontre avec plein de gens qui ne participent pas à la communauté pour l'ouvrir, eh bien, on va avoir des thématiques, des choses comme ça. Enfin bref, on peut avoir plusieurs aspects. Donc, chaque table va s'occuper d'une partie de l'éléphant, si vous me passez l'expression. Et on va avoir à peu près 20 minutes d'échange où chacun va apporter des idées. L'autre pose la problématique et puis ben voilà, on apporte des idées, on échange, on met tout ça. Au bout de 20 minutes, hop, pareil, on arrête tout et on change de table. Et l'avantage aussi, c'est qu'on fait un certain brassage. C'est-à-dire qu'on ne reste pas simplement avec les gens qu'on connaît bien. C'est très bien d'ailleurs dans une communauté où tout le monde ne se connaît pas bien. Mais on va effectivement passer à une autre table. Alors la première fois, on se met avec les petits copains. Et puis la deuxième fois, on se retrouve avec des tables avec d'autres personnes. Et puis pareil, on arrive avec l'autre qui lui est resté à sa table. Et rebelote, on va repasser 20 minutes. Et puis peut-être une troisième. Et puis peut-être une quatrième séance suivant le cas de figure. Pour avoir 3-4 fois, eh bien, on est passé à des tables différentes. On n'est pas forcément passé à toutes les tables, ça n'a pas d'importance, mais surtout, eh bien, on a eu ce brassage qui fait que l'hôte peut raconter rapidement ce qui a été dit par le groupe d'avant, et puis on continue, etc. Une fois que ces 3 ou 4 séances sont terminées, eh bien, on réunit tout le monde en plénière avec tout le monde. Alors, si on a un petit groupe, eh bien, tout le monde peut débriefer en disant, bah, tiens, on a eu telle chose, etc., intéressant sur telle table. Dès qu'on est un peu plus nombreux, une quinzaine ou plus, eh bien, c'est bien que ça soit chaque autre qui rapporte en disant, bah, voilà, sur ma table, eh bien, voilà ce qui s'est dit, telle chose, et puis, devant tout le monde, de manière à pouvoir avoir des éléments. Voilà donc ce World Café qui est un bon moyen, effectivement, de brasser les gens et de faire de l'idéation avec des petits groupes. Alors continuons dans nos différentes méthodes et lorsqu'on est un peu plus nombreux, eh bien on peut faire aussi un barcamp. Alors un barcamp, on en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure quand on a parlé de la présentation. C'est avant tout une non-conférence où tout le monde est participant. Alors ça commence effectivement par la présentation qu'on avait vue, c'est-à-dire chacun va donner son nom et 3 mots-clés, mais avec tout le monde, en général en cercle. Même si on est assez nombreux, ça prend pas trop de temps, ça prend un petit peu de temps bien sûr si on est 100 ou 150, mais avec 3 mots-clés, ça va relativement vite malgré tout.
Et puis après, on met un grand tableau au mur, et chacun peut rajouter dans des colonnes des thèmes, et on va les répartir par salle et par créneau horaire. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de damier avec, par exemple, on a 3 salles, et puis on a décidé qu'on avait 2 moments, alors 2 fois 1 heure, 2 fois une demi-heure, ce que vous voulez, et puis ou 3 fois ou 4 fois. Et dans ces cases, eh bien, chacun va mettre des thèmes, et chacun va pouvoir s'inscrire. Alors, éventuellement, s'il y a beaucoup plus de thèmes, eh bien, on regarde s'il y a des gens qui ne se sont pas inscrits à un thème, de manière à pouvoir les regrouper ou essayer de les mettre ensemble. Et puis, chacun va pouvoir donc commencer à se répartir dans les différentes salles où il va y avoir des petits ateliers. En général, on s'arrange pour qu'il y ait du Wi-Fi, pour que les gens puissent prendre des notes, un tableau, du post-it, etc. Et puis, les gens vont travailler dessus, proposer, comme pour n'importe quel atelier, mais on se retrouve en petits groupes, effectivement. Donc, on est bien dans nos systèmes de communauté où, à un moment donné, eh bien, même lorsqu'on a beaucoup de monde, on peut retravailler en petits groupes projets, mais cette fois ponctuellement dans ce barcamp. Et puis, pareil, au bout du temps délimité, eh bien, boum, un coup de gong ou quelqu'un qui passe dans les différentes salles, et puis on change et on va dans la salle d'après. Prévoyez quand même un petit peu de temps pour passer d'une salle à l'autre. En général, ça prend toujours un peu de temps parce qu'on aime bien papoter, discuter, terminer la discussion qu'on avait. Donc prévoyez même 10 minutes, un quart d'heure sans problème entre les salles. Mais voilà pour le barcamp. Allez, encore un petit exemple, le forum ouvert. Alors ça marche entre 5 à 2000 participants, c'est ce qu'on nous indique. Alors un forum ouvert, eh bien, c'est un moyen de faire effectivement de rencontres avec plein de gens sur un temps court, un temps long, avec peu de monde, avec beaucoup de monde, mais avec quelques principes. L'idée, c'est que lorsqu'on va se répartir en ateliers, ou en général, on va avoir dans ce forum ouvert plusieurs ateliers, un peu comme on a vu pour les barcamps, ou plusieurs tables, comme on a vu pour les World Café, eh bien, les personnes qui se présentent sont les bonnes. C'est-à-dire que vous ne posez pas la question, est-ce que vous avez les bonnes personnes, etc. Si quelqu'un n'est pas venu, c'est pas grave. Vous avez les bonnes personnes pour avancer, parce qu'on aura toujours, avec ces personnes-là, des choses très intéressantes qui vont se dire. Deuxième principe, ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver. Donc de toute manière, ne dites pas, oh là là, ça, il aurait fait qu'on arrive à faire ça, on arrive à faire ça. Non, non, voilà, bon, c'est comme ça. Et puis tout va bien. Et puis ça commence quand ça commence. Là, on voit déjà les types d'organisation. Et puis quand c'est fini, c'est fini. Voilà, ça c'est nos 4 règles pour le forum ouvert. Mais vous avez aussi une loi intéressante, c'est la loi des 2 pieds. Vous avez 2 pieds, et puis vous êtes dans un atelier, et si vous n'êtes ni en train d'apprendre, ni de contribuer, eh bien, passez à autre chose. Les gens ne vous en voudront pas, il n'y a pas à se vexer parce que quelqu'un part d'un atelier, c'est tout à fait normal. Ça permet aussi d'ailleurs de faire la porosité entre les ateliers, donc c'est tout à fait normal, on ne va pas focaliser sur quelqu'un qui s'en va. Non, non, c'est très bien, au contraire. Donc si vous n'êtes pas en train d'apprendre ni de contribuer, passez à autre chose, ça c'est les règles des 2 pieds, vous prenez vos 2 pieds, vous allez ailleurs. Et pour bien comprendre tout ça, eh bien, on représente des animaux totems en fait dans ce forum. Vous avez des types de personnes qui participent évidemment aux ateliers, mais vous avez aussi des papillons. Ces papillons, ils prennent une pause ou alors ils réfléchissent. Donc éventuellement, à un moment donné, ils vont pas être dans un des ateliers. C'est pas grave. Ou alors les abeilles qui font circuler les idées d'atelier en atelier. C'est-à-dire que d'une certaine manière, eux, ils passent leur temps à se lever, à aller dans un autre atelier, mais dans le deuxième atelier, peut-être qu'ils vont dire, ah bah oui, mais tiens, dans le premier, il disait ça peut vous intéresser. Et donc, vous voyez bien que la fonction de la personne qui part est aussi très très intéressante. Alors on a vu des méthodes d'organisation et d'animation. On peut voir aussi un aspect un peu plus particulier, c'est ce qu'on appelle la facilitation graphique. La facilitation graphique, ça consiste à dessiner, représenter en général en dessin et avec quelques mots, montrer ce qui se dit en temps réel, c'est-à-dire pendant la réunion, et donc tout le groupe voit ce qui se dit et comment c'est perçu par une personne. Alors, si vous avez des facilitateurs graphiques, tant mieux. Il y a des gens dont c'est le métier sur les grandes réunions, c'est tout à fait intéressant. Pour vous, si vous organisez tout ça vous-même, eh bien, vous pouvez faire ce qu'on appelle du doodling. Le doodling, c'est, vous savez dessiner. S'il faut faire une horloge, vous faites un truc comme ça avec une horloge. Et puis, en fait, il faut surtout ne pas avoir peur. On arrive toujours à comprendre à peu près ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de faire des superbes dessins comme les professionnels, mais le doodling vous permet effectivement de mettre différentes choses. Et puis, ça sert aussi à cartographier. Alors, on y reviendra d'ailleurs parce que quand vous voyez les différentes choses, eh bien, on mémorise mieux. C'est un excellent outil d'intelligence collective. On y reviendra d'ailleurs dans le chapitre sur les conflits qui parlera de la cartographie, mais aussi pour l'intelligence collective, pour l'imagination. Eh bien, ces cartes sont très intéressantes. Donc, voilà, vous pouvez montrer tout ça. Alors,
faites-le de façon extrêmement simple, vous n'avez pas besoin d'écrire. Moi j'écris comme un cochon, je dessine, alors je vous raconte même pas, et c'est pas grave, du moment que les gens comprennent à peu près ce qui se passe, ça permet, pendant que tout le monde discute, eh bien, de représenter ce qui se passe, de se rappeler ce qui a été dit avant, etc. Donc c'est tout à fait intéressant. Allez, je vous donne un petit exemple, cette fois qui n'a pas été fait par moi, mais plutôt par des professionnels, par Barbara Gauvin, à Moustique, et justement sur un atelier où je présentais les éléments que vous commencez à connaître sur les notions de base de l'animation. Vous y retrouvez l'éléphant, par exemple, ou les différentes choses comme ça. Et donc voilà, vous voyez le résultat de 2 heures à peu près de réunion avec Barbara qui dessinait en même temps que je parlais au fur et à mesure. Elle m'avait demandé 2-3 idées avant pour savoir à peu près comment partir, mais après, eh bien, voilà, ça se fait on the fly, comme on dit, c'est-à-dire simplement en écoutant ce que je dis, puis en le mettant elle-même. Ça, tout n'est pas forcément, par exemple, moi je verrai les choses différemment, d'autres verraient différemment, mais c'est intéressant de voir la vision d'une personne et ça permet aussi de garder quelque chose après justement la rencontre. Alors, la fin de la rencontre, eh bien, on va d'abord, si on a des actions à faire, parce que on a, je sais pas moi, par exemple, on a décidé de lancer un nouveau projet, peut-être avec un accélérateur de projet, d'ailleurs très bonne formule, eh bien, on va avoir un résumé des actions à faire. C'est très important de les résumer, de les dire, pour être sûr d'avoir l'engagement, parce qu'une action, c'est pas simplement qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est bien de le dire aussi, une date si c'est possible, mais aussi qui. Parce qu'une action où il n'y a pas quelqu'un qui le fait, il n'y a qu'un faucon, et évidemment ça ne marchera jamais. Par contre, en résumant les actions, eh bien on dit voilà, alors toi tu as proposé de faire telle chose, tiens toi tu es d'accord pour essayer de ça. Encore une fois, on n'est pas des Superman et donc on a le droit à échouer, on peut essayer des tas de choses. On a surtout le devoir de dire si ça marche ou si ça marche pas, mais on n'a pas le devoir de réussir à tous les coups. Il n'y a pas d'engagement de réussite. Et donc, mais par contre, il y a un engagement pour pouvoir dire voilà, j'essaye du mieux que je peux. Et puis, si je réussis ou si j'ai un problème, eh bien, je le partage avec les autres pour qu'on puisse continuer. C'est le moment aussi dans cette fin de rencontre de donner quelques informations, comme les prochaines rencontres, si vous avez déjà les dates, ou alors peut-être de la fixer. Mais attention, parce que si vous fixez les dates des rencontres pendant les rencontres, vos observateurs, eh bien peut-être ne pourront jamais venir aux rencontres. Donc en général, pour fixer les dates, c'est mieux de le faire entre les rencontres, y compris avec ceux qui ne sont pas venus. Sinon, quelqu'un qui se déconnecte une fois risque de ne plus pouvoir se reconnecter facilement. Mais aussi d'autres informations, voilà, sur telle chose, on a prévu telle autre chose, tiens, tel groupe, tel petit projet de la communauté va présenter telle chose, etc. Et puis, c'est le moment de s'exprimer pour la dernière fois, c'est-à-dire c'est important aussi que chacun puisse dire qu'est-ce qu'il a ressenti. Et pour ça, la bonne technique, eh bien, c'est une technique japonaise, enfin la technique que j'aime bien, c'est le rapport d'étonnement. Vous savez, vous avez sûrement reçu des grands comptes rendus de plein de choses avec toutes les rencontres. Et puis ce compte rendu, eh bien, au bout d'un moment, on a oublié, enfin personne ne l'a lu d'abord, et puis c'est vraiment très très ennuyeux. Par contre, le rapport d'étonnement, c'est pas tout. C'est dans cette rencontre-là, en particulier, qu'est-ce qui vous a intrigué, amusé, énervé, étonné en fait. Et donc proposer aux gens de dire voilà, alors ceux qui le souhaitent, là c'est pas la peine de faire un tour de table cette fois de façon exhaustive, mais ceux qui le souhaitent, eh bien de dire 1, 2 ou 3 choses, ça dépend du nombre de personnes que l'on a, qui sont un peu le rapport d'étonnement, et ça c'est vraiment l'élément précieux, et c'est aussi ce qui va et probablement étonner et intéresser ceux qui ne sont pas venus à la rencontre. Donc finalement, eh bien, votre rapport d'étonnement et puis les actions, eh bien, mettez-les en haut de votre pad. Tout le reste, ben, c'est les choses un petit peu plus formelles. Alors, si vous avez absolument vous voulez absolument que ça soit beau, propre, etc., mettez-le en forme, mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose puisque probablement plus personne ne lira votre pad, même si on a peut-être besoin de le garder au cas où pour des minutes de ce qui s'est passé. Par contre, la partie haute du pad avec le rapport d'étonnement, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui a été étonnant dans cette rencontre et puis les actions qui en sortent, ça, par contre, eh bien, c'est peut-être la seule chose que les gens liront et c'est extrêmement intéressant. Donc, du coup, eh bien, simplement en faisant un copier-coller de cette partie-là, le rapport d'étonnement et les actions en haut, votre compte-rendu, il est prêt. Et vous pouvez l'exporter. Alors, attention, rappelez-vous, un pad, ça peut se faire sur de durée limitée. En général, ça peut être 1 an, 6 mois ou moins. Et donc, n'oubliez pas de l'exporter si vous voulez que dans 2-3 ans, eh bien, on retrouve effectivement ce qui s'est dit. Et puis mettez-le dans un fichier PDF ou dans une page wiki ou dans ce que vous voulez. On apprendra à faire ça effectivement dans le chapitre sur l'espace de partage. Mais vous allez pouvoir faire un lien de manière à ce qu'on puisse retrouver les informations.
Je vous ai même pas dit d'ailleurs d'envoyer systématiquement tout ça à tout le monde. Pour les rencontres où il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément un gros plan d'action dans les rencontres. Il y a même moi j'ai beaucoup de rencontres où il n'y a pas de plan d'action. C'était avant tout pour trouver des idées. Et puis celui qui a décidé de monter son projet, ben voilà, à la limite le facilitateur il l'a noté aussi pour pouvoir lui penser à le suivre. Et puis c'est tout. Donc on n'a pas forcément besoin aussi de rediffuser toute l'information. Les comptes rendus de ce qui s'est passé, c'est beaucoup moins intéressant, rappelez-vous, pour vos observateurs, que qu'est-ce qui va se passer et là où ils peuvent apporter quelque chose de nouveau. Alors, à vous de jouer. Vous allez essayer d'organiser une rencontre sympa. Alors, dans un premier temps, on va la faire en présentiel. On aura un chapitre tout prochainement sur la façon d'organiser une réunion en ligne. Donc, on fera quelque chose là-dessus. Mais pour l'instant, organisez-la en présentiel. Avec votre groupe, bien sûr, ou peut-être une partie de votre groupe. Si vous ne sentez pas encore de lancer tout ça, prenez quelques personnes avec lesquelles vous entendez bien. Ou alors, si vous n'avez pas encore de groupe, ou si vous ne sentez pas encore de vous lancer là-dedans, eh bien, prenez des amis, prenez de la famille. Il vous suffit d'être 3, 4, 5, 10 ou plus. Puisqu'en fait, là, rappelez-vous, on est en général, les participants à une rencontre vont être que les réactifs et les proactifs, donc entre 10 et 20%. Donc si vous avez 10 personnes, c'est génial. Si vous en avez 20, c'est extraordinaire. Si vous en avez 50, c'est que vous avez fait un superbe événement ou alors que vous avez un groupe énorme. Mais si vous en avez 3, eh bien c'est parfait. Et donc prenez votre famille, vos amis et amusez-vous et essayez de faire une rencontre sympa avec, par exemple, pour imaginer des idées. Donc des idées à lancer, ou alors pour présenter des trucs intéressants à l'un et à l'autre. Amusez-vous à faire ça, dites à vos amis, si jamais vous n'avez pas de groupe, ou à votre famille, voilà, c'est un petit test pour faire ça, mais essayez de faire quelque chose qui va les intéresser, puisque ça peut être des trucs culinaires, ça peut être des trucs, ce que vous voulez, ou alors essayez de trouver des idées sur comment on va passer les vacances la prochaine fois. Voilà, on peut très bien organiser une rencontre familiale autour de ça. Donc voilà, quel que soit les personnes avec lesquelles vous choisissez de faire cette rencontre, il est vraiment important que vous essayiez d'organiser une rencontre et de vous amuser avec ça, de vous tester. Si vous vous sentez complètement en confiance avec votre groupe, dites-leur, ben voilà, on essaie de se lancer dans quelque chose d'un petit peu nouveau si vous ne faisiez pas ça avant, et allez-y. Vous avez le droit à l'erreur. Si vous ne vous sentez pas, faites-le avec un petit groupe de personnes avec lesquelles vous avez confiance, un sous-groupe, les amis ou la famille, mais faites-le de manière à ce que vous puissiez pratiquer, parce que vous allez voir, c'est pas forcément ce que vous allez faire maintenant qui est intéressant, c'est ce que vous allez faire la deuxième, la troisième ou la quatrième fois, parce que vous allez être de plus en plus à l'aise.